la Russie, avec ses 11 fuseaux horaires, voit le soleil se lever à Moscou et se coucher à Vladivostok. Pourtant, malgré ses efforts, elle n'a jamais été un empire où le soleil ne se couche jamais. Pourquoi ? Parce que la taille ne fait pas tout. Parfois, être grand apporte en réalité des problèmes. Vladimir Poutine a un jour déclaré que la chute de l'Union soviétique était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Pour la communauté internationale au sens large, cela a probablement suscité quelques rires lorsqu'ils l'ont entendu. Mais ce n'était pas une blague pour les populations proches de la Russie. Ils savent de mieux que personne que la Russie veut, ou plutôt doit, être grande. Moscou voit cela comme vital. L'immensité de la Russie n'est pas due au hasard. Le pays s'est vite étendu du XVIe au XIXe siècle. Cela n'a pas commencé comme un projet impérial, c'était plutôt un acte de désespoir, une réaction aux fantômes du passé. Les Mongols et les Tatars ont jadis dominé la Russie d'une main de fer. Les Russes se souvenaient de ces invasions médiévales et ont essayé d'acquérir des frontières naturelles pour empêcher qu'elles ne se reproduisent. Malheureusement, des frontières facilement défendables sont très difficiles à trouver dans cette partie du monde. Bien sûr, il y a les montagnes de l'Oural qui ont été annexées en 1574, mais elles n'ont servi à rien à l'ouest. Alors que le Tsarat de Russie colonisait l'Oural, il participait aussi à la guerre de Livonie, qui fut un désastre. La Russie a lutté pour sa survie contre la Suède, le Danemark et la République des Deux Nations, tandis qu'une armée ottomane et tatare de Crimée a atteint Moscou et y a provoqué un incendie. La ville a survécu, mais une génération après, la République des Deux Nations, Pologne-Lituanie, a pris la relève. Elle a envahi la Russie et, faute de résistance, occupé Moscou. Si vous vous demandez pourquoi Poutine a dit quelque chose d'aussi absurde, vous commencez à entrevoir les raisons. La géographie favorise souvent les superpuissances. La Grande-Bretagne, bien que petite, fut le centre d'un empire mondial car elle était difficile à envahir. Après tout, c'est une île, et elle avait la Royal Navy en patrouille. Les États-Unis sont devenus une superpuissance, après avoir été une colonie britannique, notamment grâce à leur séparation des autres grandes puissances par 2 océans. La Russie n'a presque rien pour la défendre. Prenez une carte de l'Europe, et vous remarquerez peut-être quelque chose qui vous expliquera pourquoi l'invasion de l'Ukraine par Poutine est un échec total. La majeure partie du continent européen est une vaste plaine qui s'étend des Pyrénées jusqu'aux monts Oural. Plus on va vers l'est, plus la plaine s'élargit. Aux monts Oural, la plaine s'étend sur plus de 1200 miles, soit 1931 km, de l'océan Arctique à la mer Caspienne. C'est un endroit qui facilite le déplacement de grandes armées et qui est pratiquement impossible à défendre. La Russie le sait très bien. Pendant des siècles, elle a tenté de renverser la situation et durant la guerre froide, elle y est largement parvenue. L'Union soviétique s'étendait jusqu'à Berlin, loin à l'ouest dans la plaine européenne, où elle était beaucoup plus étroite. Elle pouvait y concentrer des forces numériquement supérieures, et si une guerre éclatait, submerger ses ennemis. Les Spélicing-Spécéens, les pays de l'OTAN, ont craint cette perspective pendant des décennies, influençant toutes les actions de l'Alliance. Les chars occidentaux ont été conçus pour être autonomes et robustes, afin de détruire plusieurs chars soviétiques. Même la technologie furtive est née en grande partie à cause de cette situation géographique. Le F-22 Raptor a vu le jour dans les années 1980 pour s'assurer que les États-Unis ne perdraient pas leur avantage dans le ciel européen. Un avantage qu'ils ne pouvaient absolument pas se permettre de perdre, de peur que les colonnes de chars soviétiques n'arrivent en vagues successives et imparables. Mais ensuite, le mur de Berlin est tombé, et en 2 ans, ces acquis que la Russie avait mis des siècles et de nombreuses vies à obtenir disparurent. La Russie s'est retirée à l'est, où la plaine redevient vaste. Ainsi s'acheva la Russie historique de Poutine, bien que la Russie ait historiquement dû faire la guerre pour ses territoires. Donc, Poutine s'est reparti en guerre pour cela, mais avec beaucoup moins de succès que les tsars et les dictateurs soviétiques qui l'ont précédé. En juin 2025, les pertes russes, dans ce qui devait être une brève opération militaire spéciale, ont atteint le cap du million. Qu'a obtenu Poutine pour un tel prix ? Entre le début de l'invasion et le 9 juillet 2025, la Russie a gagné près de 72 500 km², soit environ la moitié de la superficie de l'État de New York. Cette semaine-là, elle n'a gagné que 18 miles carrés, soit 47 km².
La Russie contrôle environ 20% de l'Ukraine, principalement à l'est, où la plaine européenne est plus large et difficile à défendre. Mais cela empire. Avant la guerre, la frontière russe avec l'OTAN était de 754 miles, soit 1213 km. Poutine voulait réduire cette vulnérabilité en forçant l'Ukraine à revenir sous l'influence de Moscou. Cela aurait permis à la Russie de s'étendre plus à l'ouest sur la plaine européenne. Mais hélas, son plan n'a fait qu'amener la Finlande dans l'Alliance et augmenter la frontière totale qu'il doit défendre de 830 miles supplémentaires, soit 1300 km. Cela signifie plus d'argent dépensé pour les forces armées, afin qu'elles puissent défendre cette longue étendue de territoire ouvert, même lorsque la guerre sera terminée. Les gains en Ukraine ne suffiront pas à compenser la dégradation de la position géographique de la Russie face à un OTAN renforcé. Mais Poutine, comme tout dictateur qui lui succédera, a ressenti une forte impulsion historique. Tant que la Russie suit la tradition de Pierre le Grand et aspire au statut de superpuissance, elle a besoin de frontières plus facilement défendables, et nous n'avons pas encore abordé la raison la plus forte. Prenez une carte de la Russie et séparez-la par l'Oural. Plus des 3/4 du territoire russe se trouvent à l'est de cette ligne, mais 80% de la population se trouvent à l'ouest. Les zones les plus vulnérables de la Russie sont aussi de loin les plus précieuses. Toute perturbation dans cette région aurait des conséquences dévastatrices. Malheureusement pour Moscou, son territoire à l'ouest de l'Oural est tout aussi vulnérable aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque des Mongols et des Tatars. La Russie compte peut-être 11 fuseaux horaires, mais ils ne se valent pas tous. La plupart des choses importantes se trouvent ici. Moscou et Saint-Pétersbourg regroupent à elles deux 17 millions d'habitants, soit environ 12% de la population russe. La plupart des problèmes de la Russie aujourd'hui se trouvent à l'ouest, mais s'étendre aussi loin à l'est de l'Oural a aussi apporté des problèmes. La Russie y a été attirée à l'origine lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose de précieux à exploiter. Mais tout a un prix. Il fait vraiment froid en Sibérie. La température maximale moyenne annuelle est de 35,6 degrés Fahrenheit, 2 degrés Celsius. Les hivers sont particulièrement rudes. En janvier, la température maximale quotidienne moyenne ne dépasse même pas 0 degré sur le thermomètre. Il n'est donc pas étonnant que la densité de population ici ne soit que d'environ 3 personnes par kilomètre carré. Pourquoi la Russie a-t-elle voulu s'étendre ici ? De telles températures froides signifiaient la présence d'animaux à fourrure épaisse, comme les renards arctiques, et même les tigres. Les commerçants russes novopékonnais ont vite compris que la fourrure de ces animaux se vendait très cher en Europe. Autrefois, l'industrie de la fourrure était pour la Russie le moteur économique apportant richesse à son armée et luxe à ses dirigeants, comme l'énergie aujourd'hui. Les commerçants russes ont afflué au-delà de l'Oural, suivis vite par les armées. Les tribus locales, impuissantes face à la poudre à canon russe, ont dû accepter un arrangement forcé. Des comptoirs russes s'installent en Sibérie, où les habitants paient régulièrement des tributs en fourrure. Ils avaient peu de liens avec Moscou, la société russe ou entre eux, et cela reste vrai aujourd'hui. Regardez une autre carte de la Russie et observez son réseau routier, vous noterez un détail particulier. Le cœur européen de la Russie, à l'ouest de l'Oural, est bien connecté. Il y a un vaste réseau centré sur Moscou. La situation est très différente à l'est. À quelques exceptions près, les districts de Sibérie sont isolés les uns des autres. Le réseau routier principal est l'autoroute transsibérienne. Pratiquement, cette route permet à Moscou de garder la main sur la Sibérie, mais contrôler n'est pas développé. L'autoroute transsibérienne est la 3e route la plus longue du monde. Elle s'étend sur 6800 miles, soit près de 11 000 km de Saint-Pétersbourg à Vladivostok. Mais si vous pensez que voyager sur cette route est aussi simple que de rouler sur l'I-95 sur la côte et des États-Unis, vous feriez mieux d'y réfléchir à 2 fois. Bien sûr, toute l'autoroute est revêtue d'asphalte et de béton, mais cela ne veut pas dire que toutes les sections sont dans le même état. Comme prévu, l'autoroute est généralement en bon état dans le centre de la Russie. Mais dès que vous passez à l'est de l'Oural, votre voyage devient beaucoup plus difficile, surtout à une certaine période de l'année. Et ce n'est pas celle à laquelle vous pensez. Si vous avez un bon chauffage dans l'habitacle de votre voiture, l'hiver sibérien ne sera probablement pas aussi difficile que vous le craignez. Pas sur cette route, mais en été, soyez vigilants. Les étés sibériens sont normaux, avec une température moyenne de 23,8 degrés Celsius, 75 degrés Fahrenheit, en juillet. Mais il y a un hic, il peut pleuvoir pendant les mois d'été.
En moyenne, plus de 4 pintes, soit 2 litres d'eau, tombent chaque jour sur 1 mètre carré. C'est un peu plus en août, ça ne paraît peut-être pas beaucoup. En fait, la ville de New York reçoit nettement plus de pluie en été. C'est juste que les États-Unis peuvent bien mieux entretenir leurs infrastructures. À l'est de l'Oural, la route est souvent mal goudronnée et devient un bourbier sous la pluie. Les autorités russes n'ont tout simplement pas les moyens de l'entretenir comme il le faudrait. Les distances en jeu sont tout simplement trop importantes à gérer. Cela n'aide pas que certaines parties traversent des terrains difficiles comme des forêts ou la toundra. Ne comptez pas trouver beaucoup d'hébergements pendant votre voyage. Rappelez-vous, la Sibérie compte en moyenne seulement 3 habitants par kilomètre carré. Seuls les entrepreneurs les plus audacieux oseraient ouvrir une auberge sur cette route. Vous dormirez plus probablement dans votre voiture ou vous ferez du camping où vous pouvez vous attendre à trouver plein de moustiques pour vous tenir compagnie pendant ces brefs moments de chaleur ici. Il ne vous surprendra peut-être pas d'apprendre que les guides de voyage conseillent aux futurs conducteurs de se préparer au pire et de ne jamais parcourir l'autoroute transsibérienne seul. En cas de panne mécanique ou d'autres urgences, vous pourriez être à des kilomètres de toute aide. Les conducteurs doivent toujours garder à l'esprit l'immensité des distances ici. La distance entre Irkoutsk et Khabarovsk, 2 grandes villes de l'est de l'autoroute, dépasse celle entre New York et Dallas. Et souvenez-vous, la route transsibérienne est la meilleure route ici. Les routes locales sont en bien pire état. Elles ne sont généralement pas goudronnées, et celles qui le sont ont souvent des nids de poules. Certaines villes de Sibérie restent inaccessibles la majeure partie de l'année, à cause du manque d'infrastructures. 10% de la population russe se retrouve complètement isolée du reste du pays pendant des jours, voire des semaines. Prenez Tchersky, en République de Sakha. Ici, les températures hivernales peuvent descendre jusqu'à moins 58 degrés Fahrenheit, soit moins 50 degrés Celsius. C'est très éloigné de l'autoroute transsibérienne, donc c'est isolé, enseveli sous la glace et la neige pendant 8 mois. C'est en partie voulu. L'endroit a été fondé en 1931 dans le réseau de goulag de Staline. À son apogée, la ville comptait environ 12 000 habitants, mais il est compréhensible que la grande majorité soit partie après l'effondrement de l'Union soviétique. Environ 2900 personnes y vivaient lors du recensement russe de 2010. Tchersky illustre bien le cas des villes sibériennes, notamment celles situées au nord du cercle arctique. Ces villes sont souvent situées dans la toundra. Les camions peuvent apporter des provisions lorsque les rivières gèlent, mais vous ne serez pas surpris d'apprendre que ces trajets peuvent être longs et dangereux. Le trajet routier, si on peut l'appeler ainsi, de Yakoutsk, la plus grande ville de la région, à Tchersky, fait un peu moins de 1200 miles, soit 1900 km, et prend 1 semaine. Même un vol en turbopropulseur dure 4h30. Même après tous ces siècles, la Russie n'a toujours pas développé l'infrastructure nécessaire pour relier la Sibérie au cœur du pays. C'est en partie voulu. Cela aide Moscou à exploiter les habitants pour ses ambitions. Les habitants de la Sibérie ont été les premiers à mourir en Ukraine, afin que les habitants des grandes villes du cœur de la Russie n'aient pas à le faire. Mais ce traitement des populations locales est une arme à double tranchant. Négliger les habitants et les infrastructures ici fait que l'économie russe reste bloquée en seconde vitesse. La Sibérie soulève un paradoxe fascinant pour la vie dans la Russie moderne. Comment l'un des endroits les plus incroyablement riches du monde peut-il être aussi pauvre ? Les chiffres ne mentent pas, la Russie est le pays le plus riche en ressources au monde. Les investisseurs estiment la valeur de ces ressources naturelles à la somme colossale de 75 000 milliards de dollars. Même les États-Unis n'arrivent qu'en 2e position, loin derrière, avec 45 000 milliards de dollars de ressources naturelles. La Russie détient les plus grandes réserves prouvées de gaz naturel au monde, soit 1,32 quadrillion de pieds cubes en 2020, représentant 28% du total mondial. Elle possède environ 80 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole, la classant 8e mondiale dans ce domaine. Mais elle a bien plus à offrir que cela. Ses ressources naturelles sont extraordinairement diversifiées. La Russie évoque une expression de la mythologie grecque et est réellement riche en or. Elle a produit 322 tonnes en 2023, se plaçant 2e après la Chine, mais n'en a consommé que 71. De nombreuses ressources existent en plus de l'or. L'extrême-orient russe a aussi de l'argent, du bois, du fer, du plomb et du zinc. Il possède également
plus de 543 millions d'acres, soit 220 millions d'hectares de terres agricoles. C'est important, car après l'énergie, les produits agricoles sont la deuxième exportation de la Russie. Et si vous pensez que la Russie n'est pas dotée des matériaux nécessaires à l'économie numérique moderne, détrompez-vous. L'Institut d'études géologiques des États-Unis estime que la Russie possède 3,8 millions de tonnes métriques de terres rares. Ces réserves sont les 5e plus importantes au monde. Le ministère russe des Ressources naturelles affirme que le stock est bien plus important que cela, 28,7 millions de tonnes, pour ce que ça vaut. On comprendrait que vous pensiez que cela ne valait pas la peine. Les métaux ne sont jamais d'un seul type, mais existent en grande variété. Il y a du lithium pour les batteries, du gallium pour les semi-conducteurs, et du beryllium pour l'aéronautique, l'espace et les futurs réacteurs à fusion, entre autres. La Yakoutie détient au moins 1,7 million de tonnes de terres rares dans le gisement de Tomtor. Mais malgré cette richesse fantastique, l'économie de la Russie n'est que la 11e plus grande du monde. Cela semble important, mais avec autant de ressources, pourquoi n'est-elle pas plus vaste ? Vous l'avez sans doute compris, les routes figurent parmi les principales plaintes des Russes. Ces plaintes sont justifiées. Les routes russes sont parfois très dangereuses. En 2023, 14 700 personnes sont mortes dans des accidents de la route. Cela paraît moins que les près de 41 000 morts aux États-Unis cette année-là, mais avec 243 millions de conducteurs américains contre seulement 72,5 millions en Russie, la proportion d'accidents y était bien plus marquante. Encore une fois, les chiffres ne mentent pas. En 2023, 0,01% des conducteurs américains sont décédés dans des accidents, soit le double des conducteurs russes. Goldman Sachs a autrefois classé le réseau routier russe au 130e rang sur 142 dans le monde. Il y a quelques années, mais comme le gouvernement russe consacre aujourd'hui 40% de son budget à l'armée, la situation n'a sans doute pas changé. Si quelque chose a changé, c'est que la situation s'est aggravée, et cette fois au moins, ce n'est pas seulement limité à la Sibérie. La Sibérie a sans doute le plus gros problème, mais les routes du centre sont souvent embouteillées à cause de leur mauvais état. Même la route entre Moscou et Saint-Pétersbourg n'est pas équipée pour supporter le trafic des poids lourds. Cela crée un autre paradoxe. Comment la Russie peut-elle devenir une puissance des terres rares si elle ne peut pas transporter personnes, équipements et marchandises sur son vaste territoire ? Avant la guerre, le ministère russe des Transports estimait que la Russie perdait entre 7 et 9% de son produit intérieur brut chaque année à cause de la mauvaise qualité de ses routes. Pourquoi la Russie n'essaie-t-elle pas de tout faire pour améliorer ses routes ? Alors ? Eh bien, ce n'est pas si simple. Le climat rigoureux nuit clairement à ses efforts. Ensuite, il y a la corruption. La corruption a toujours été l'une des principales raisons pour lesquelles la Russie n'a jamais été aussi prospère que ses dictateurs l'auraient souhaité. Ce n'est pas différent aujourd'hui. Les améliorations de l'infrastructure d'un pays nécessitent beaucoup d'investissements. Et avec autant d'argent en circulation, il ne faut pas s'étonner d'apprendre que des responsables corrompus cherchent à en profiter. Le pont Rousski, anciennement le plus long pont suspendu du monde, mesure environ 1200 mètres et relie Vladivostok à l'île Rousski. Il a été achevé en 2012 et le Premier ministre Medvedev l'a salué comme un symbole de l'ingénierie russe. Il y a juste un problème, c'est un peu la version russe d'un pont vers nulle part. L'île Risky n'a que 5000 habitants, et le pont a coûté 1,1 milliard à construire. Ceci n'est qu'un exemple. Selon les observateurs, 70% des investissements routiers sont perdus à cause de la corruption. Les entrepreneurs locaux perdent les politiciens pour obtenir des contrats routiers. L'argent restant sert ensuite à construire la route. Les habitants peuvent alors se plaindre du parcours d'obstacles constitué de nids de poules qu'ils doivent traverser. Comme beaucoup de chauffeurs de taxi à travers le monde, les chauffeurs russes aiment discuter avec leurs passagers étrangers, mais ils ne parlent pas de la météo, ou même de ce que vous pensez de Moscou. À la place, ils demandent « Que pensez-vous de nos routes russes ?» Quelle que soit la réponse du passager, la réaction restera la même. Parce qu'en Russie, se plaindre des routes est pratiquement un passe-temps national. Plus de 90% de la population est d'accord. Les routes sont affreuses. Les investissements russes dans les infrastructures ont été insuffisants et mal ciblés, mais même réalisés parfaitement, un problème quasi insoluble subsisterait. Le pays est tout simplement trop grand.
Même les États-Unis peinent à entretenir leurs infrastructures. C'est surtout parce qu'il y a tant de choses à entretenir. C'est le troisième plus grand pays du monde, avec 4 fuseaux horaires sur son territoire. Mais la Russie est presque 2 fois plus grande, avec un terrain bien plus redoutable. Il fait plus froid, et transporter des marchandises sur de si longues distances dans des régions hostiles restera risqué. Imaginez essayer d'assurer quelque chose comme un gisement de terre rare, qui a coûté des millions à extraire, en sachant qu'il devra parcourir des milliers de kilomètres à travers le rude hiver sibérien. Même si les réseaux ferroviaires et routiers russes étaient de classe mondiale, les produits devraient toujours traverser tout cet espace. C'est un problème similaire à celui déjà rencontré par la Chine. La route de la soie était le centre du commerce mondial, s'étendant jusqu'à l'Europe de l'Ouest. Mais même si vous éliminiez tous les intermédiaires et les bandits en chemin, comme les Mongols l'ont fait autrefois, la route était tout simplement trop longue et éprouvante pour être parcourue. Cet espace géographique a toujours freiné la croissance économique. C'est pourquoi, dès que des alternatives se sont présentées, comme les routes maritimes que les Européens ont commencé à découvrir à la fin du XVe siècle, la route de la soie a rapidement été abandonnée. Xi Jinping essaie désespérément de la faire revivre, mais il a à peu près autant de succès que son camarade du Nord. Cette histoire soulève un autre paradoxe curieux. En théorie, la Russie ne devrait pas être freinée par ses routes terrestres traîtresses. Elle possède près de 24 000 miles, soit 38 600 km de littoral, ce qui la place au 5e rang mondial. Mais toutes les côtes ne se valent pas. La Russie ne profite pas de son littoral. La Banque mondiale classe la Chine première pour le trafic des ports à conteneurs avec près de 269 millions d'unités équivalentes, 20 pieds, 6 mètres, en 2022 termes, désignant un conteneur maritime standard. Les États-Unis étaient en 2e position avec 62,2 millions. Et la Russie ? Pas dans le haut du classement, essayez 36e. C'est encore plus bas que de petits pays comme la Belgique. Singapour, 3e du pays, accueille près de 10 fois plus de trafic de conteneurs que la Russie. Il s'avère qu'il y a aussi une raison à cela. Les ports de la Russie ne sont pas si performants, et ce n'est pas forcément à cause de l'incompétence ou de la corruption. Cela peut théoriquement être corrigé, mais autre chose ne le peut pas. Regardez où se trouve réellement le littoral de la Russie. La plupart de son littoral est au nord, et plus de la moitié du territoire russe dépasse le 60e degré de latitude nord. Les côtes russes représentent plus de 53% du littoral total de l'océan Arctique. Quel est le compagnon constant auquel on peut s'attendre ici ? La réponse est évidente. La plupart des ports russes sont gelés une grande partie de l'année. La Russie dispose de nombreux brise-glaces pour y remédier. Sa flotte compte 57 brise-glaces, plus que n'importe quel autre pays. Le Canada arrive loin derrière avec 18. 8 des brise-glaces russes sont à propulsion nucléaire, ce qui signifie qu'ils peuvent rester en mer pendant des mois, brisant la glace et aidant le commerce russe. Les États-Unis, avec seulement 5 brise-glaces, voient la flotte russe comme un problème. L'OTAN ne dispose que de 47 brise-glaces et a donc conclu un pacte avec ses alliés pour empêcher la Russie d'obtenir la suprématie dans l'Arctique. Il prévoit une flotte combinée de 90 brise-glaces. Les États-Unis ont négligé leur flotte de brise-glaces car ils n'avaient pas besoin de navires aussi coûteux. Ces ports ne gèlent pas longtemps. Ils sont toujours ouverts au commerce. La Russie échangerait volontiers sa place, si elle le pouvait. La Russie ne possède que quelques ports en eau chaude. Cela inclut actuellement Sébastopol en Crimée occupée et Novorossiysk sur la mer Noire. Mais ils ne sont pas idéaux, car ils sont situés derrière le Bosphore et les Dardanelles, contrôlés par leur rival historique, la Turquie. La rivalité a ressurgi peu après l'invasion, lorsque les Turcs ont refusé le passage des navires de guerre russes par les détroits. En cas de crise, les Turcs pourraient à tout moment bloquer l'accès de la Russie à la Méditerranée. Pierre le Grand et ses successeurs russes ont sacrifié beaucoup de vies et de richesses pendant des générations de guerres contre les Ottomans pour s'assurer des positions sur la mer Noire. Cependant, la Turquie garde l'avantage géographique. La Russie s'est donc tournée vers d'autres ports en eau chaude, comme Kaliningrad, qui posent toutefois aussi problème. Au lieu d'être contrôlé par la Turquie, ce point d'étranglement est facilement maîtrisé par d'anciens ennemis comme le Danemark et la Suède, surtout avec l'aide de l'Amérique.
La Suède renforce encore l'île de Gotland, située à seulement 345 km de Kaliningrad. On le surnomme déjà le porte-avions de l'OTAN en Baltique. Même si les navires russes franchissaient ces points d'étranglement, ils devraient encore traverser la Manche et affronter toutes les forces navales de l'OTAN présentes. Autrefois, ils devaient affronter la Royal Navy, donc Kaliningrad ne résout pas les problèmes russes en mer Noire. La géographie russe offre une issue. En fait, le port de Mourmansk ne gèle généralement pas l'hiver malgré sa latitude très nord. C'est grâce au jet stream chaud venant du golfe d'Amérique, autrefois nommé golfe du Mexique. Pas si vite. Regardez où était Mourmansk. Pour atteindre l'océan ouvert depuis Mourmansk, les navires russes traversent le goulet Groenland-Islande Royaume-Uni. Les deux détroits entre le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni. La Royal Navy a une grande expérience de la patrouille de ces eaux. Durant la guerre froide, elle s'y est spécialisée. La Russie impériale a connu pire lorsque la Royal Navy régnait sur les mers mondiales. Le manque de ports d'eau chaude en haute mer dans le cœur européen de la Russie lui a donné une raison supplémentaire de continuer à s'étendre vers l'Est, au-delà de l'Oural, jusqu'au Pacifique et même en Amérique du Nord. Qu'a-t-elle obtenu en échange de tous ces efforts ? Tout d'abord, prenons en compte le port de Petropavlovsk-Kamtchatski sur la péninsule du Kamtchatka. Étonnamment, il ne gèle pas. Malheureusement pour la Russie, ce n'est toujours pas si avantageux. Le Kamtchatka ne peut être relié au continent russe ni par route ni par rail, le terrain étant trop difficile. Alors, la Russie a continué à chercher à travers le vaste continent eurasiatique un port en eau chaude qui ne soit pas bloqué par des points de contrôle potentiellement hostiles. Vladivostok était un objectif clé. Le fait de l'obtenir enfin de la Chine au XIXe siècle a été une grande victoire. Malheureusement pour la Russie, ce n'est toujours pas suffisant. Autrefois, il gelait 4 mois par an. Elle ne bénéficie pas du Gulf Stream et se trouve près des températures polaires qui gèlent la Sibérie entre novembre et mars. Le climat est plus chaud, donc le port a moins de glace aujourd'hui, mais un autre problème persiste. Pour aller de Vladivostok à l'océan ouvert, les navires russes doivent traverser des points de contrôle dans la mer du Japon. C'est une mauvaise nouvelle pour Moscou. Vladivostok ne convenait pas à la Russie, qui tenta alors de contrôler Port Arthur, aujourd'hui district de Louchenko à Dalian, en Chine. Il ne gelait pas en hiver. Bien sûr, c'est toujours isolé de l'océan ouvert, mais il vaut mieux passer par la mer Jaune et la côte chinoise que par la mer du Japon, non. Le Japon n'était pas d'accord, ce qui a mené à la guerre russo-japonaise. La Russie et le Japon sont en désaccord depuis. La Russie a perdu Port Arthur. Le Japon l'a pris pendant la guerre. L'Union soviétique l'a récupéré après la Seconde Guerre mondiale, puis l'a donné à la République populaire de Chine en 1956. Donc toute cette aventure n'a servi à rien. Pierre le Grand voyait la Russie comme une grande puissance maritime, mais aucun de ses successeurs n'a jamais pu être à la hauteur de cette vision. Au XIXe siècle, les tsars russes, désespérés d'obtenir un port en eau chaude à l'abri de la Royal Navy, ont exploré des options dans le golfe Persique et même l'océan Indien. Ainsi commença la compétition avec la Grande-Bretagne, connue sous le nom de Grand Jeu. La Russie ne l'a pas remporté, malgré tous ses gains, jusqu'à aujourd'hui. La Russie reste un pays enclavé si ses adversaires le souhaitent. Pas besoin de remonter loin pour trouver un exemple du danger que cela représente pour la sécurité de la Russie. Les nazis ont effectivement progressé rapidement lorsqu'ils ont envahi l'Union soviétique le 22 juin 1941. Les États-Unis ont accepté de fournir les soviétiques via la loi Prebaï peu après, mais un gros problème subsistait. Comment les marchandises allaient-elles réellement arriver là-bas ? Mourmansk, les sous-marins nazis compliqueraient cette route. De plus, Hitler occupait la Norvège. La mer Noire, impossible. La Grèce était aussi sous l'axe. De plus, les nazis avaient pris la Crimée, qu'ils ne perdirent qu'en 1944, Vladivostok ou une autre région de la côte pacifique russe. Cela voudrait dire affronter la marine impériale japonaise à une époque où Tokyo dominait la région. Un seul choix existait. Les navires accosteraient dans des ports du golfe Persique puis traverseraient le corridor perse en Iran. Et cela n'a été possible qu'avec une invasion conjointe de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique, digne d'un film parodique. Le gouvernement là-bas était trop favorable aux puissances de l'Axe auparavant. Heureusement, l'invasion a réussi.
Les fournitures américaines sont arrivées en Russie après un long trajet, et les nazis ont été repoussés. La Russie pourrait construire une marine puissante pour pallier ses faiblesses géographiques, mais un problème subsiste. Vous vous y attendiez peut-être. Sur le papier, la marine russe figure parmi les plus puissantes, mais de près, ces défis apparaissent clairement. Tous les grands navires russes, dont l'unique porte-avions, 4 croiseurs et 10 destroyers, ont plus de 30 ans. La flotte de sous-marins russes vieillit, tandis que les nouveaux navires sont souvent des frégates ou corvettes légères. Ils ont une portée et des performances moindres au combat. Autrement dit, la marine russe peine de plus en plus à sécuriser son commerce maritime et à pallier ses faiblesses géographiques. Et tout cela est dû à un autre fait géographique que vous connaissez maintenant. Le désir de Pierre le Grand de faire de la Russie une grande puissance navale n'a pas effacé le problème de ses frontières largement ouvertes, avec des États potentiellement hostiles à l'ouest comme à l'est. Avoir une armée de classe mondiale est une affaire coûteuse, surtout lorsqu'il s'agit d'une marine. Historiquement, la plupart des États ont dû choisir d'investir dans la puissance terrestre ou navale. C'est en fait une erreur d'affirmation. Souvent, la géographie choisit pour eux. Hull, la Grande-Bretagne, dépensait moins pour l'armée et privilégiait la marine pour sa défense. C'était aussi un moyen fantastiquement efficace de devenir l'empire dominant du monde. Pour la Russie, c'est l'inverse. Avec des frontières difficiles à défendre, elle doit consacrer plus d'argent à une armée couvrant un territoire aussi vaste. Tous les moments de crise de la Russie sont venus de la terre, pas de la mer. Pour Moscou, la puissance maritime est un luxe de plus en plus inabordable. Y a-t-il une solution pour la Russie ? Peut-elle acheminer ses ressources vers les marchés mondiaux, sans que ses rivaux étrangers ne puissent interférer ? Il se pourrait bien. Pour la Russie, le réchauffement climatique est une très bonne chose. En 2018, la Russie et la Chine ont signé un accord d'investissement de 9,5 milliards pour développer les infrastructures. Cela semblait standard, mais quelque chose était particulier. La seule priorité citée dans le communiqué russe était la route maritime du Nord. Cette route, aussi appelée passage du Nord-Est, relie Mourmansk à Vladivostok. Elle présente de nombreux avantages. Vous vous souvenez de ce navire qui était resté bloqué dans le canal de Suez en 2021 ? Cela a coûté 400 millions de dollars par heure à l'économie mondiale. Une route maritime du Nord développée éviterait tout cela. Au lieu de traverser des points d'étranglement comme le détroit de Malacca ou le canal de Suez, il pourrait passer par la côte russe. Cela offre de nombreux avantages et permettrait d'économiser temps et argent. Un voyage typique, par exemple de Tokyo à Hambourg, prend 48 jours en passant par la route du canal de Suez. Le trajet par la route maritime du Nord durerait seulement 35 jours. Les gens espèrent gagner du temps grâce aux routes maritimes arctiques depuis le XVIe siècle. Mais aujourd'hui, les choses commencent enfin à s'améliorer, presque littéralement. En 2010-40 et 1000 tonnes de marchandises ont transité par la route maritime du Nord. En 2019, ce chiffre avait presque été multiplié par 7, pour atteindre 285 000. Grâce à davantage de brise-glace, Moscou espère bientôt voir un spectacle plus rare sur les mers. Les modèles scientifiques convergent, et ils prédisent quelque chose qui ne s'est pas produit depuis 125 000 ans. L'océan Arctique pourrait ne plus avoir de glace l'été d'ici 2050. Les prévisions de Boulder disent à ce que cela pourrait arriver dès les années 2030, et cela pourrait être une excellente nouvelle pour la Russie. Le développement le long de la route maritime du Nord a surtout relevé du battage médiatique plutôt que d'une réalité concrète. La Chine reste intéressée, mais il y a eu peu de choses concrètes en termes de projets. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a retardé ses plans de développement. Malgré cela, on peut s'attendre à des investissements plus concrets au cours de ce siècle. Il y a tout simplement trop à gagner, et la Russie serait la grande gagnante. Imaginez des navires du monde entier venant sur la côte russe pour commercer. Mais est-ce que cela libère vraiment la Russie de sa malédiction géographique ? C'est discutable. Il y a quelques années, des blogueurs militaires ultranationalistes russes ont évoqué la récupération de l'Alaska. Ces discussions ont débuté suite à une loi instaurée par Vladimir Poutine. Elle a alloué des fonds pour la recherche, l'enregistrement et la protection juridique des biens russes à l'étranger, y compris dans d'anciens territoires de l'Empire et de l'Union soviétique. Vladimir Poutine n'a pas repris l'Alaska, mais les critiques ont questionné le sens du mot « protection ». Ce terme était une tactique rhétorique, fréquemment employée lors de l'expansion de la Russie.
La fonte de la glace arctique pourrait motiver sa récupération. La distance entre le territoire russe et le territoire américain, à travers le détroit de Bering, n'est que de 55 miles, soit 88 km, aux points les plus étroits le long du continent. Cela poserait un vrai problème pour le transport maritime russe dans l'Arctique ouvert. Il y a 9 bases militaires américaines actives en Alaska. Certaines hébergent du matériel majeur comme les F-22 Raptors et F-35 Lightning II. Une installation permet aussi de tester des sous-marins. Si la situation dégénérait, le commerce russe sur la route maritime du Nord resterait vulnérable aux puissances étrangères. Au XXIe siècle, le détroit de Bering pourrait bien être un autre point de passage dangereux, auquel la Russie doit absolument trouver une solution, mais n'y parvient pas. Comme l'a bien résumé Stephen Kotkin, célèbre biographe de Staline, la Russie cherche à s'affirmer comme grande puissance, mais ses capacités n'ont jamais égalé ses ambitions. Peu importe la taille de leurs armées, même les plus puissants souverains ne peuvent conquérir la carte. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MatPack.